Il faut qu'à 45, en gros, le temps d'aller à pied jusqu'à la gare. Ah bon, ça c'est la tambouille personne. Voilà, donc on va démarrer cette conférence d'une heure sur le journalisme en zone de conflit et de guerre. Donc cette conférence, on l'a divisée en 3 axes. On va commencer par une présentation rapide de nos 3 intervenants. Mais avant ça, je tenais à vous remercier, moi et Teresa, ainsi que l'équipe de l'ESJ pour votre présence, et aussi à vous qui êtes présents aujourd'hui pour cette conférence. Donc on va commencer par présenter nos 3 intervenants du jour. Alors moi, j'ai l'honneur de vous présenter Pierre Aski, pour ceux qui ne vous connaissez pas encore. Vous êtes donc président de Reporters sans frontières. Vous avez beaucoup voyagé dans le monde. Vous étiez correspondant en Chine, au Moyen-Orient et aussi en Afrique du Sud pour Libération et pour l'AFP. Vous avez créé le site d'information Rue 89 et vous animez une revue géopolitique sur France Inter. Vous avez sorti une multitude de documentaires et de livres, dont le livre qui est sorti cette année, qui s'appelle Les décolonisations africaines, qui fait donc écho à votre... exactement, merci, qui fait donc écho à votre série podcast sur France Inter, où vous parlez des différents personnages importants dans la décolonisation des différents pays africains. Olivier Dubois, vous rêviez de faire directeur photo. Vous avez travaillé plusieurs années dans le cinéma et vous avez commencé le journalisme en 2011. Vous avez aussi fait un mentorat au Canada. Vous avez travaillé pour Rue 89 avec Pierre Aski, qui est aussi présent aujourd'hui. Et vous êtes intéressé pendant cette période à tout ce qui était sujet de société, notamment relations entre les hommes et les femmes. En 2015, vous êtes parti au Mali. Et vous êtes, pour une grâce à votre femme, qui a eu une opportunité, je vais y arriver, professionnelle à Bamako. Et c'était un pays que vous ne connaissiez pas du tout avant. Et vous avez fait une première pige sur un sujet qui vous était aussi inconnu, la guerre et le terrorisme. Et vous avez travaillé en tant que correspondant au Mali pour différents journaux, dont Libération et Le Point. Et récemment... de 2021 à 2003, vous avez été pris en otage à Gao pendant 711 jours et vous avez sorti un livre, Prisonniers du désert, coup de cœur du premier prix des étudiants de l'ESJ dans la catégorie enquête. Voilà, dans ce livre sorti, vous racontez cette captivité. Alors Solène Honorine, vous êtes française, mais vous vivez aujourd'hui en Belgique. Vous avez été correspondante de presse pendant 10 ans en Asie du Sud-Est et en Afrique du Sud. Vous êtes également engagée à Médecins sans frontières, où vous avez été chargée de communication pour 11 pays d'Afrique et aussi à Haïti. Et vous avez sorti en septembre votre premier roman qui s'appelle La Route de Wakale et qui parle d'une jeune femme qui se rend en mission humanitaire en RDC et qui découvre que la réalité n'est pas telle qu'elle l'a imaginée. Voilà. Donc après cette petite présentation, on va passer à notre premier axe de la discussion aujourd'hui, pour laquelle nous sommes intéressés à la question de comment exercer dans un terrain de conflit et comment s'adapter à un journalisme, à ce type de journalisme en particulier. Du coup, on a une première question pour vous 3. Vous avez tous les 3 été correspondants dans des zones de tension sur terrain. Quelles sont les plus grandes menaces pour les journalistes ? Et je vais passer premièrement la parole à Pierre Aski. Voilà. Ça marche ? Sinon, vous pouvez... Allô, non. Merci pour cette présentation. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Quand on arrive sur un terrain qui soit un terrain de conflit ou un terrain inconnu, il faut comprendre la règle du jeu local. Je pense que c'est la première clé. Il faut arriver avec humilité et ne pas penser qu'on sait tout, qu'on a tout compris. La deuxième chose, c'est aussi de comprendre
les acteurs, les protagonistes d'une scène qui peut être ambiguë parce qu'elle peut basculer dans la violence ou elle peut basculer dans autre chose. Ça, je pense qu'Olivier en parlera mieux que moi, hélas, pour lui. Mais voilà, je pense qu'il faut d'abord et avant tout comprendre la règle du jeu local qui peut être extrêmement différente d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre. Et c'est cette différence-là qui peut vous mettre en danger, qui peut faire que vous pourrez faire votre boulot ou pas. Et ça, c'est... Alors, plus on a d'expérience et plus on sait faire face à ce genre de situation, parce qu'on sait où regarder, on sait quels sont les signes anormaux, par exemple, ou qui peuvent être menaçants pour votre sécurité ou ceux qui vous accompagnent. Et puis la chose, je pense, qui est la règle numéro 1, c'est votre comportement à vous, c'est-à-dire ne pas arriver avec ces gros sabots de journaliste occidental arrogant qui va vous expliquer le monde alors que c'est vous qui le vivez. Voilà, c'est ce genre de choses, je parle de ça parce qu'il y a des gens qui se comportent comme ça, il faut le savoir, il faut le reconnaître, mais voilà, tout le monde n'est pas pareil et je pense qu'il faut être... il faut arriver, et moi quelque chose que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est aussi de parler aux gens pour créer une relation de confiance, parce que c'est ça qui est aussi votre garantie de sécurité dans les endroits tendus. C'est la confiance que vous pouvez inspirer aux gens, et elle se mérite, elle se gagne, elle se garde, et il ne faut pas la trahir. Et à ces conditions-là, vous pouvez faire votre boulot. Merci. Solène. Alors moi j'ai une expérience qui est un petit peu différente. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que journaliste freelance et pigiste. Donc c'est pas directement en zone de conflit, même si c'était des endroits qui pouvaient être très très tendus. Alors évidemment, comme Pierre le dit, la connaissance du contexte est absolument essentielle. Ensuite, moi j'ai travaillé pour Médecins sans frontières. Donc Médecins sans frontières a quand même une mission de témoignage, ce qui fait partie de l'organisation. C'est d'ailleurs pour ça que moi, quand j'ai quitté le journalisme, je me suis bien sentie à aller pour travailler pour cette organisation-là. Et en effet, à l'intérieur de l'organisation, j'ai pu vraiment apprécier, donc, comme ce que tu décris, l'importance de la connaissance du contexte, des contacts, etc. Mais surtout, ce que je voudrais... ce sur quoi je voudrais particulièrement insister, c'est aussi dans des zones de conflit, surtout, ce dont on peut parler, ça a quand même des conséquences vraiment très très directes pour les gens qui vivent sur place. Et donc il ne faut pas oublier aussi que le niveau d'exposition au risque entre journalistes internationaux qui viennent et puis qui peuvent après repartir est quand même moindre que celle des journalistes locaux qui, eux, peuvent après avoir les conséquences de ce qu'ils écrivent directement avec des gens qui sont juste en face de chez eux. Et ça, c'est une différence qui est quand même absolument énorme. Et je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a beaucoup de l'information de sources qui vient justement aussi des journalistes locaux. Voilà, par rapport au plus gros risque. Moi, je crois que je vais continuer sur ce que tu disais. Justement, il y a une autre menace qui est peut-être un peu plus insidieuse, qui est la menace qui pèse sur les sources, sur les personnes qui sont dans ces villages qu'on appelle et qui nous donnent des informations et qui risquent leur vie en nous donnant des informations. C'est une responsabilité écrasante pour le journaliste de dealer avec ça, de savoir est-ce que j'en parle, comment ça va se passer pour cette personne qui reste derrière après m'avoir confié ça. Et ça, c'est une menace qui de tous les instants, on y pense beaucoup quand on travaille dans ces zones-là. Alors au-delà de la menace évidente physique, évidemment, qui viennent, je sais pas, d'un groupe armé quand on fait un reportage, ou même ça peut venir des forces de sécurité, il y a cette menace-là sur les sources qui est aussi un sujet de préoccupation. D'accord, merci à tous les trois. Une question pour vous, Solène Honorine. Votre livre, La route de Wakale, il parle d'une femme de 27 ans qui se rend en République démocratique du Congo pour une mission humanitaire et il s'inspire en partie de vos expériences. Justement, Pierre Asquier en parlait tout à l'heure. Comment on fait en tant que... quand on écrit pour se détacher d'un point de vue occidental pour mieux comprendre la réalité d'un autre pays? Je pense que c'est pour moi, c'est une dimension essentielle du travail de journalisme. Moi, je trouve surtout quand on parle de contextes qui sont difficiles, et encore une fois, il doit y avoir du respect par rapport aux gens sur qui on écrit. Et donc se mettre dans la place, essayer de
comprendre ce que vivent les gens sur place, c'est très important. Pour moi, personnellement, donc, quand je travaillais pour MSF, c'était notamment une grosse partie du travail, c'était de faire, par exemple, des communiqués de presse, enfin des communications en général sur des zones où, très souvent, même les journalistes ne vont plus. Dans les zones de conflit, généralement, enfin, MSF va être souvent la dernière organisation à partir et donc va avoir un rôle de témoin extérieur qui est aussi très important. Par contre, c'est très difficile quand on travaille directement pour MSF ou bien sur un sujet qui peut paraître niche et qui est très peu couvert dans les médias, ce qui est le cas de la plupart des zones de conflit, enfin en tout cas, j'ai l'impression. Donc c'est assez difficile de pouvoir retranscrire cette connaissance-là, cette empathie ou cette compréhension qu'on peut avoir auprès des gens. Donc il s'agit de prendre du temps, de parler, etc. Et donc pour moi, prendre le format du roman, c'était justement un moyen de se libérer de la contrainte factuelle. Donc c'est pour ça que mon roman il est basé en RDC, dans le Kivu. J'ai essayé de le faire d'une manière la plus véridique possible, c'est-à-dire qui reflète les dynamiques de conflit. Mais je l'ai situé aussi dans une ville que j'ai imaginée pour pouvoir prendre cette distance et puis surtout pour pouvoir avoir le temps d'expliquer le contexte tel que moi j'avais pu le recréer dans ma tête afin de donner des causes, des motivations aux dynamiques de conflit que mon héroïne, qui est un petit peu naïve, voit et par lesquelles elle est touchée. D'accord, merci. Merci. Du coup, on vient de parler de l'arrivée à l'étranger. Maintenant, on va un peu parler du retour en France, parce que Olivier Dubois, on l'a déjà évoqué dans la présentation, mais vous avez du coup été en captivité pendant plus de 700 jours. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre retour en France, comment ça s'est passé ? Alors, c'est une partie qui n'est pas abordée à dessein dans le livre. Parce que c'est intime et puis j'ai l'impression que ça a été quand même pas mal médiatisé, mais évidemment on ne sort pas indemne d'une expérience comme ça. Moi j'ai coutume de dire que le corps rentre. Alors déjà, on concrétise un espoir qui a duré pendant 2 ans, on a chéri cet espoir de liberté, il est effectif, on sort, donc le corps rentre, mais l'esprit quand même toujours là, et ça met des mois à se réhabituer à ce qui était sa vie normale avant. Alors évidemment, ce qui aide, c'est la famille, ce qui aide, c'est des trucs bêtes, hein, c'est sa ville, revenir à Paris, donc des repères, une ville qu'on connaît, retrouver sa chambre, son lit, des trucs bêtes comme ça. Et puis ce qui aide, évidemment, c'est une thérapie, elle est nécessaire, elle se poursuit. Parce qu'il faut revisiter tout ça et faire en sorte que ça soit ordonné, clean dans la tête pour pas avoir de dégâts par rapport à ça. Donc. Et vous avez pris combien de temps avant de commencer d'écrire votre histoire ? Il a fallu, c'est février 2024. La proposition m'est faite en février 2024. Et là, je me sens capable. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je me sens capable de le faire. On me propose un livre. Il y a une petite histoire en fait qui me lie aussi à la maison d'édition qui me propose ce livre, parce que Elsa Lafont, la chef des éditions Michel Lafont, a voulu à un moment monter une opération avec des opérateurs du groupe Wagner présents au Mali pour me délivrer. Heureusement, ça n'a pas eu lieu, mais bon, ça a verrouillé ma décision en tout cas. De travailler avec eux pour ce premier livre. Mais au moment où je signe, je ne suis pas capable d'écrire, ça met 4 mois de plus. Et il a fallu que je rentre par un autre chapitre, plutôt que commencer par l'enlèvement qui était problématique en tout cas à l'époque, commencer par décrire ce que je considérais comme l'erreur, quoi, comme le moment où ça bascule, et ce qui va me valoir 700 jours de captivité. Donc ça ne s'est pas fait facilement, mais ça a mis donc février 2024, et j'ai été libéré en fin mars 2023. Donc on a une idée. D'accord, merci. Ensuite, on a une question pour vous, Pierre Aski. Dans votre livre Décolonisation africaine, vous racontez les luttes d'indépendance menées face aux pouvoirs coloniaux. Qu'est-ce que ces histoires, aujourd'hui, elles peuvent nous apprendre sur la déontologie journalistique dans des contextes de conflits et de tensions politiques ? Alors, moi, je vais vous raconter une chose. Je suis arrivé comme journaliste pour m'occuper des affaires africaines à un moment où la génération précédente était en fin de parcours. Et la génération précédente, c'est celle qui avait couvert la période coloniale et qui était façonnée par la période coloniale.
Et moi, je devenais fou, parce que moi, je suis de la génération d'après, et je voyais des comportements des journalistes de cette génération qui se comportaient en Afrique comme les maîtres, parce qu'ils étaient les maîtres quand ils ont commencé dans ce métier, et que pendant des années et des années, ils couvraient l'Afrique pour la plupart. Il y a évidemment toujours des exceptions, je ne veux pas généraliser à l'intégralité des journalistes, mais ils couvraient ça comme du point de vue du pouvoir colonial. Et j'ai un souvenir d'être arrivé au Cameroun un jour. J'étais dans le même avion qu'un journaliste d'un grand journal parisien, on va rester dans le flou, et moi j'étais pour Libération, et lui, il avait exigé que la voiture de la présidence vienne l'accueillir au pied de l'avion. Voilà. Et moi, je sortais, je prenais ma valise, je prenais un taxi, j'allais à l'hôtel, etc. Et j'avais trouvé ça aberrant. Et voilà, c'était des comportements qui étaient ceux de la période coloniale et qui s'étaient poursuivis dans la période néocoloniale, parce que le Cameroun de cette époque, de l'époque dont je parle, il vivait dans cet entre-deux où la France était toujours, c'est ce qu'on appelait la France-Afrique, c'est-à-dire que les réseaux français étaient en contrôle total de l'appareil d'État, avec un président fictif qui était encadré par 3 conseillers français. Et cette réalité-là, moi, la première fois que vous savez, j'ai commencé en Afrique australe, donc j'étais en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, et donc j'ai découvert l'Afrique francophone après cette expérience en Afrique anglophone. Et le premier reportage, je venais d'entrer à Libé, et j'arrive à Libreville, 1981, à Libreville. Les 3 hommes importants de Libreville en 1981, c'est l'ambassadeur de France, c'est le patron de Elf Gabon, donc la compagnie pétrolière, et le patron de la garde présidentielle, qui est un officier français. C'est les 3 hommes qui contrôlent Libreville. Les gens que je contactais, j'avais quelques contacts, etc., ils me donnaient rendez-vous dans des circonstances, etc., où ils voulaient d'abord être sûrs qu'aucun des 3 hommes n'entendrait parler de notre rencontre, parce que j'étais pour Libération et que c'était l'ennemi. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi ce monde? C'est quoi cet univers-là? Et le journalisme de la génération précédente était totalement trouvait ça normal, parce qu'il avait grandi dans cette optique-là, et qu'il y avait relativement peu de journalistes qui étaient les spécialistes de l'Afrique au moment où moi j'ai commencé dans ce secteur, qui cassaient ces codes et qui se révoltaient contre ça. Il faut y ajouter quand même une petite dimension qui est la corruption. Soyons clairs, moi je me souviens d'être arrivé à Kinshasa à l'époque de Mobutu, visite de Mitterrand à Kinshasa, et on arrive journaliste la veille, j'étais dans ma chambre d'hôtel, on me dit il y a le chef du protocole de la présidence qui veut vous voir, on se retrouve à quelques journalistes et il commence à nous donner des enveloppes avec de l'argent. Et je regarde, je lui dis, mais c'est quoi, je ne peux pas accepter ça, etc. Et il me dit, vos prédécesseurs étaient moins regardants. Oui. Et voilà, il y a eu des pratiques absolument scandaleuses qui se sont poursuivies dans certains cas, soyons clairs, mais on achetait la complicité aussi journalistique. L'Afrique, c'était un autre monde, l'Afrique francophone. On était dans le précaré, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, et le journalisme a longtemps été complice de ça, parce que c'était la France. D'accord, merci beaucoup. Une dernière question pour conclure cette partie. Pour tous les 3, comment vous gérez ce dilemme entre votre sécurité personnelle et le devoir d'informer journalistique? Je rajouterai une 3e clause, et on en a parlé précédemment, qui est la sécurité des gens qu'on rencontre. Parce que, certes, votre sécurité, elle est capitale, mais si, quand vous partez, il y a des représailles sur les gens que vous avez rencontrés, qui vous ont donné des informations, vous avez failli à votre mission. Donc, il y a effectivement
3 critères qui sont votre sécurité personnelle, la sécurité des gens qui vous aident ou qui vous informent, et puis l'équilibre à trouver avec le besoin d'informer et la mission d'informer. C'est l'équilibre entre ces 3 choses qui font que vous allez quelque part, que vous en sortez, que vous écrivez ce que vous écrivez. Il faut garder ça en tête en permanence. Oui, alors, pour moi, j'ai eu une expérience très, très différente quand je travaillais en tant que journaliste. Donc, par exemple, dans les années 2000, où j'étais allée en reportage aux Philippines, ou dans le sud des Philippines, qui était quand même un petit peu chaud. J'étais toute seule, bon, il ne m'est rien arrivé. Après coup, je me suis dit, j'étais peut-être pas très, très prudente. Et puis après, quand j'étais avec MSF, où là, la sécurité à MSF, c'est vraiment pris très, très au sérieux, parce que le risque est également vraiment réel. Mais donc, la sécurité est gérée d'une manière très serrée. Donc, par exemple, la première fois que je suis allée en Centrafrique, à Bangui, donc à Bangui, il y avait des chars dans la rue, on entendait souvent des tirs, des choses comme ça. Et il y avait le correspondant freelance qui était sur place et que je rencontre dans un café. Il vient avec sa petite mobilette. Moi, il fallait que j'appelle la voiture qui devait venir me chercher parce qu'il y a toujours des protocoles de sécurité. Et je le revois, j'avais l'impression que c'était moi 2 ans avant, quand j'étais encore journaliste. Ceci dit, en Centrafrique, c'était quelques années auparavant, où il y avait une jeune pigiste qui s'était fait tuer. Elle était partie en reportage avec les anti-Balaka, avec aussi des moyens, surtout quand on est pigiste, qui sont limités, voire inexistants, au niveau de la protection qu'on peut recevoir, ou même la formation, par exemple. Donc évidemment, là, la différence est très grande. Par contre, pour MSF, la question du risque est toujours très importante. Et en même temps, donc MSF est assez spécifique comme ça parmi les organisations internationales, parce on se donne en tout cas l'impératif de témoignage. Seulement, là, il y aura les conséquences sécuritaires par rapport à nos équipes, par rapport aux gens également, mais aussi tout simplement, le risque, ça peut être d'avoir à fermer un hôpital. Donc, il faut toujours balancer ce risque. Est-ce qu'on peut prendre le risque de se faire virer parce qu'il faut absolument dénoncer quelque chose ou pas? Donc, une petite anecdote que je pourrais vous donner, c'était au moment du conflit au Kasaï, en RDC, donc c'était en 2016-2017. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souviendra. Donc, MSF était présent. Moi, j'avais énormément de pression. Tout le monde disait il faut absolument qu'on communique. Mais la situation était extrêmement dangereuse. Il y avait 2 experts de l'ONU qui s'étaient fait tuer et on peut soupçonner que les ordres ne venaient pas des rebelles, mais plutôt du côté gouvernemental. Donc le risque était vraiment très important. Donc là, pour pouvoir sortir le communiqué de presse, eh bien, on devait, je ne sais pas si on va l'aborder, mais vraiment s'assurer des sources et surtout du côté factuel, parce que sur un côté factuel, là, on ne peut pas être attaqué. Donc là, dans ce cas principal, j'avais écrit le communiqué de presse le plus chiant du monde, parce qu'en effet, trop de visibilité, on savait qu'on avait énormément de pression, mais par contre, dedans, il y avait une information que peut-être 20-30 personnes dans le monde auraient pu comprendre, mais pour ces personnes, c'était important. C'est qu'on avait vraiment regardé la liste complète des blessés qu'on avait, et notamment des blessés par balle. Pourquoi? Parce que dans ce conflit-là, il y avait les rebelles du Kamina Nsapuak, mais qui avaient généralement les armes blanches, et l'armée régulière qui avait des armes. Or, nous, dans nos chiffres, on pouvait montrer que la majorité des patients donc victimes de guerre, avaient été blessés par arme. Donc ça voulait dire, même si on ne pouvait pas accuser à ce moment-là en disant c'est Kinshasa qui tue sa propre population pour les raisons que je viens d'expliquer, mais là au moins en se basant sur des faits qui pouvaient être prouvés, et après il faut pouvoir aussi les assumer derrière, parce que vous avez bien des pressions et bien des ennuis après ça. C'est ce qui peut permettre de balancer les deux. D'accord, merci. Moi, je suis un peu un génie aux entournures parce que il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, mais je crois qu'il faut, pour se préserver, se garder de ça, il faut évidemment évaluer les risques tant qu'on peut, écouter son instinct, son jugement, faire confiance autant que faire se peut aux contacts locaux qu'on a. Je sais pas, je crois qu'au bout d'un moment, quand on connaît un peu le terrain, quand on est là depuis un certain moment, on développe une sorte d'instinct qui normalement se met en action pour vous dire là ça va pas. Moi c'est ça que j'ai envie de dire. Et puis après, c'est peut-être se dire que forcément, quand on veut ramener une information, même si elle a de la valeur, faut pas risquer sa vie ou risquer sa vie d'une source ou de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose d'intérieur, hein. Moi je le vois comme ça.
Après, on ne peut pas, même si on borde autant qu'on veut quelque chose, quand il faut basculer, c'est une acceptation personnelle, on le fait pas. Et c'est d'autant plus vrai quand on est un journaliste indépendant. On n'a pas forcément une réaction qui va dire, là, Coco, stop, non. Bon, voilà. Ce sera ma réponse. D'accord, merci. Solène a déjà un peu évoqué la liberté d'informer, et c'est le titre de cette deuxième partie de la table ronde, la liberté d'informer en zone de conflit. Et tout d'abord, on va s'intéresser à l'accès à l'information. Comment les régimes autoritaires ou des groupes armés contrôlent-ils l'accès à l'information en zone de conflit? C'est une question pour tous les trois. Je propose que vous commencez. Vous savez, vous avez des règles très précises qui peuvent être imposées. L'exclusion, une zone d'exclusion. Voilà, c'est tout simple. Et notre travail, c'est de contourner les interdits. Et je vous donne un exemple. Quand j'étais correspondant à Jérusalem, il y a eu le massacre d'Hébron, février 1994, qui a été le premier acte violent contre les accords d'Oslo. Donc c'est un colon israélien qui, à l'aube, va tuer des fidèles en prière dans une mosquée qui est le tombeau des patriarches à Hébron, qui est un lieu hautement symbolique. Et il arrive à 5 heures du matin et il tire sur les fidèles en prière. On était pendant le Ramadan, donc il y avait beaucoup de fidèles qui étaient là. Et donc moi j'ai un fixeur. Quand vous êtes à Jérusalem, vous avez un fixeur du côté palestinien et un fixeur du côté israélien. Donc mon fixeur israélien m'appelle à 6 heures et il me dit je ne sais pas ce qui se passe, mais l'armée est en effervescence, il se passe quelque chose de grave à Hébron, tu devrais y aller. Donc je me lève, je pars, je laisse mes enfants j'étais seul avec mes enfants, je leur laisse un mot en disant surtout vous ne sortez pas et il y a des spaghettis dans le placard et vous m'attendez. Ils avaient 10 ans, hein. Parce que voilà, c'est le genre de journée où on sait pas, on sait qu'il se passe un truc, mais on ne sait pas quoi et on ne sait pas quelle ampleur ça va prendre. Et donc je pars en voiture, j'arrive à Hébron vers 6h30, 6h40, et au moment où l'armée est en train de boucler la ville. Et donc vous arrivez par la route principale, il y a déjà un barrage de l'armée. Et là, j'étais tout seul, hein, parce que j'ai pas de fixeur qui vous accompagne à 6 heures. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc le type me bloque. Bah, j'essaye. On sait très bien qu'il y a la route principale, et puis vous tournez autour, et puis il y a un moment, il y a des petites routes, il y a des ruelles, il y a des passages. Et je continue à tourner jusqu'à ce qu'à un moment, je vois qu'il n'y a pas de barrage de l'armée. Ils n'avaient pas fini leur blocus. Et je passe. Et j'ai passé la journée à l'intérieur de Hébron, à recueillir des témoignages, à voir les gens se faire tuer parce que la population est descendue dans la rue. Les gens étaient sortis de leur gonds tellement le massacre avait été horrible. Il y a eu encore des dizaines de morts dans la journée. Ça avait été une journée abominable. Mais voilà, vous arrivez, il y a un blocus, bah, votre boulot c'est de passer. Et vous essayez, alors parfois on échoue, mais quand même, là, c'était suffisamment tôt pour que je trouve la voie. Et après, bah, vous êtes dans un environnement totalement chaotique et hyper dangereux. Et vous essayez de trouver là où les bonnes personnes... Donc, j'étais tombé sur un groupe d'activistes palestiniens qui avaient évidemment compris l'intérêt pour eux d'avoir un journaliste étranger. Donc ils m'ont pris sous leur aile protectrice et c'est eux qui m'ont guidé à travers la ville, qui m'ont emmené là où il y avait eu le massacre, qui m'ont emmené voilà, dans 2-3 endroits, etc., en faisant gaffe à ne pas tomber sur l'armée, tout ça. Et parce que seul, je pense que j'aurais pu avoir des ennuis, voire même d'y rester. Mais le premier truc que j'ai fait quand je suis arrivé, c'est d'essayer de rencontrer des gens qui savaient que j'étais journaliste, qui comprenaient que j'étais journaliste et qui comprenaient que dans leur situation, ils avaient intérêt à me protéger et à m'aider. Voilà. C'est des calculs que vous faites en quelques minutes et qui vont très vite. Mais surtout, pour revenir à la question,
voilà, le geste automatique de l'armée, c'est vous excluez, paf, c'est fini, plus aucun journaliste ne rentre. C'est ce qui se passe à Gaza depuis un peu plus de 2 ans maintenant. C'est sans précédent, hein, sur une durée aussi longue dans un territoire de conflit. Aucun journaliste étranger n'est rentré à Gaza en 2 ans, plus de 2 ans de bombardement sur ce territoire. Et c'est un territoire qui est tellement bien délimité que vous n'avez aucun moyen de faire ce que j'avais fait, c'est-à-dire de trouver la voie de contournement. Ouais, moi je pourrais vous donner un exemple. Donc, moi je travaillais sur le Soudan, mais donc c'était il y a 1 an encore. La guerre a un petit peu changé à ce moment-là. Mais sur la liberté d'informer, mais comme le dit Pierre, évidemment, les contraintes physiques, c'est-à-dire vous pouvez rentrer, que ce soit un groupe armé ou l'armée régulière, de toute façon. Enfin, si vous êtes en face, il va toujours y avoir des limites. Et bon, donc les ONG, quand il en reste, en tout cas, peuvent toujours être une source, mais ça reste difficile, et notamment par rapport au paysage médiatique en général. Donc c'était l'anecdote que je voulais vous raconter. C'était un dimanche matin, enfin j'étais de garde, on m'appelle parce qu'il y avait eu, c'était un bombardement, enfin je ne sais plus exactement quelle munition, mais enfin bon bref, un bombardement sur un marché à Khartoum. Moi j'appelle le terrain directement, je parle à la chef de mission et qui me dit, bon moi je suis désolée, j'ai 58 corps dans la cour de l'hôpital maintenant. Donc pour nous c'était directement envoyer des tweets et pour pouvoir nourrir les journalistes par des choses qui venaient de se passer. Il n'y avait pas d'autres journalistes sur place. Donc, ça peut être un moyen aussi pour les journalistes, mais par contre, ne pas pouvoir se rendre sur place, évidemment, ça peut vraiment restreindre votre capacité, notamment à ne pas vous faire manipuler. Parce que quand on a les informations aussi à distance, ne serait-ce que les réseaux sociaux ou par appel, etc., et que vous ne pouvez pas vous rendre sur place, ça va être vraiment difficile de vous rendre compte de qui est-ce qui essaie de vous manipuler, parce que généralement, quand les enjeux sont hauts, les méchants comme les gentils veulent aussi pouvoir défendre leur propre point de vue, donc le risque de manipulation est réel. Après ça, au Soudan, quand on parlait avec les autres équipes de MSF, on disait il y a des journalistes qui aimeraient bien pouvoir être sur place. Nous, on ne pouvait pas les déplacer, mais je me souviens une journaliste américaine, mais qui avait des contacts de fou, c'est-à-dire elle avait le pass du SAF pour passer en zone protégée par le gouvernement, les passes du RSF, avec différentes tribus, parce que là, si vous devez passer du Tchad jusqu'à Khartoum, il faut traverser ces 3 jours dans le désert, en traversant des zones qui sont contrôlées par différentes tribus. Donc elle avait tous ces accès-là, mais c'est un travail énorme. Il y a très peu de journalistes qui peuvent avoir ce genre de contact aussi pour venir sur place. Non, moi je dirais que c'est un défi principal. C'est vrai, je reviendrai sur ce qu'a dit Pierre, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour contourner ces obstacles. Moi, ça me fait penser à une situation qu'il y avait au Mali, qui se répétait souvent au Mali, c'est qu'on avait des petits villages en brousse, donc à l'extérieur, loin de Bamako, où les djihadistes coupaient les poteaux de télécommunication, donc pas d'internet, pas de communication, pas de moyen de passer des coups de fil et de savoir ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous déplacer non plus parce que c'est dangereux. Alors dans ce cas-là, vous utilisez des téléphones satellitaires si vous en avez un, ou alors, moi je faisais ça, je me souviens, j'avais un contact, qui était sur Gao à l'époque, qui partait dans ces coins-là où il n'y avait plus de communication. Donc je lui disais, ok, tu pars combien de temps? 2 semaines, tu prends un maximum d'informations. Puis quand il revenait à Gao, il me prévenait, il me faisait des rapports. Et puis, bon, alors c'est dans le temps long, le temps c'est un peu l'ennemi de l'actualité, mais ça me permettait d'être informé sur ces zones mortes où on n'avait pas de possibilité de toucher quelqu'un. C'est du contournement, c'est de l'adaptation, c'est principalement ça. Je vais juste me permettre de vous redonner la parole, comme vous nous quittez bientôt, pour vous poser une question qui était prévue plus tard, mais on inversera l'ordre, c'est pas grave. Pour vous, comment se manifeste le soutien des organisations internationales justement pour la protection des journalistes par rapport à votre expérience et ce que vous avez sur le vécu terrain ou... Sur le terrain, et puis aussi par rapport, si jamais vous pouvez parler par rapport à votre emprisonnement. Je pense que c'est plus une question pour Pierre, ça, pour le coup. Non, mais ça me fait penser à RSF, pour le coup, ouais. RSF, il travaille, fait des plaidoyers, des actions sur le terrain pour les journalistes qui sont emprisonnés, les journalistes qui sont enlevés comme moi. Alors c'est vrai que c'est une voix qui porte, ils sont capables de mobiliser. Il y a ça, il y a aussi un travail
comptabilisation des journalistes qui sont emprisonnés, encore une fois, tués, qui ne sont pas juste des données mortes. Enfin, ça montre quand même que les endroits où la liberté d'informer est atteinte, les endroits où on s'en prend aux journalistes, et puis du soutien, je crois, tout bonnement aux journalistes, de l'aide. Je crois même ils permettent à des journalistes d'être exfiltrés pour venir, par exemple, en France, être en sécurité. Donc ce soutien-là, il est évidemment, il est nécessaire, il est indispensable. Après, il est structurel, quoi. Je veux dire, quand on est sur le terrain, qu'on est dans un petit village en brousse, évidemment, à l'instant T, RSF ne va pas pouvoir intervenir. Et il reste encore une fois la préparation, le jugement, l'instinct pour pouvoir s'en sortir, quoi. D'accord, merci. Du coup, Solène a déjà parlé de la manipulation dont il faut se protéger. Pierre Esqui, vous avez été correspondant en Chine et dans d'autres zones où l'information est parfois très contrôlée par les autorités en place. Comment faites-vous pour éviter la désinformation, les fake news dans ces zones ? Quand vous êtes correspondant dans un pays comme la Chine, ce qu'il y a de fascinant, c'est que vous ne pouvez faire confiance à aucune source d'information. Vous n'avez aucune source fiable. Vous prenez le journal officiel, évidemment, il n'est pas fiable. L'agence de presse locale, etc. Vous ne pouvez même pas... moi, ça m'a sidéré. En France, vous voulez avoir le nombre, je ne sais pas quoi, de voitures en circulation, je sais pas quoi. Vous appelez le ministère des Transports et on va vous donner la statistique. Vous appelez un ministère en Chine, vous pouvez attendre jusqu'à la fin de vos jours, vous n'aurez jamais une réponse à une demande de statistique, une demande d'information, etc. On est dans une culture qui est celle du secret et non pas celle de l'information. Et donc, quand vous faites un papier, de A jusqu'à Z, c'est vous qui êtes allé chercher tout. Et c'est parfois extrêmement compliqué, ça prend beaucoup de temps, et puis vous arrivez à des impasses où vous n'arrivez pas à avoir l'information. Mais c'est pour ça que le terrain est totalement privilégié. Moi, quand je suis arrivé en Chine, je me suis dit, ça va être compliqué d'avoir des infos, etc. Et je pensais que ça allait être compliqué d'avoir accès au terrain. Et en fait, je me suis rendu compte que la seule solution pour sortir des informations de Chine, c'était d'aller sur place, c'était de circuler et de sortir de cet enfermement sans info qu'est le cercle officiel de Pékin. Et donc, mais moi, l'expérience que j'ai eue, qui a été la plus incroyable dans mes 5 ans en Chine, c'est... Quand je suis arrivé en l'an 2000, quelques mois après, je suis arrivé pendant l'été, il y avait le 1er décembre, c'est après-demain, la journée mondiale du sida. Vous savez, un peu partout, vous avez comme ça. Et je reçois au bureau un fax, c'était les fax à l'époque, anonyme, qui me raconte que dans une province centrale de la Chine, qui s'appelle le Henan, il y a une affaire, une épidémie de VIH, de sida, qui a été provoquée par le commerce du sang. Les autorités, tout est raconté dans ce fax, comment les autorités ont poussé les paysans pauvres de cette région à vendre leur sang pour faire des produits fortifiants, dans des conditions d'hygiène telles que l'hépatite B et le VIH ont été introduits dans le circuit et que le fax parlait d'1 million de personnes qui avaient été atteintes. Et que, voilà. Sauf qu'à l'époque, quand je suis arrivé, on n'avait pas le droit de sortir de Pékin sans le feu vert d'une autorité sur place. Donc c'était impossible, évidemment, qu'on vous donne le droit d'aller dans cette zone. Donc moi, je venais d'arriver, j'étais prudent, je regarde ce que font mes collègues, parce que je savais qu'il y avait d'autres journalistes qui avaient reçu le même fax, personne ne bouge. Au bout de quelques semaines, on commence à avoir des rumeurs sur ce qui se passait là-bas, c'était à 1500 km de Pékin. Et je dis à ma traductrice chinoise, mon assistante, je lui dis, mais on ne peut pas rester à Pékin et penser qu'il y a 1 million de personnes qui sont en train de mourir à 1500 km d'ici. Ça vaut pas le coup de rester correspondant si c'est pour travailler dans ces conditions. Et donc je lui dis, on y va, tant pis, on n'a pas le droit, mais on y va. On prend l'avion, on arrive dans la capitale de la ville en question. On sort de l'aéroport, je vais voir les taxis, je leur demande combien ils prennent pour la journée. Ils me donnent un chiffre, je double le chiffre pour être sûr qu'ils seront loyaux. Et je n'avais comme seule information que le nom des districts qui étaient contaminés. Et donc je dis, emmenez-moi dans le district X.
Et on arrive dans le district, je dis on va au premier village. Et on rentre, et mon idée c'était d'aller de village en village et d'interroger 5 personnes par village et de voir si c'était vrai. Parce qu'on n'avait aucune confirmation que ce qui était dans ce fax était vrai. Donc j'arrive à l'entrée du village, il y avait une femme qui était avec son enfant au bord d'un champ, son mari travaillait dans le champ. Et je lui demande très prudemment, je parlais de prudence au début et d'humilité, je lui dis, est-ce que vous avez entendu parler de gens qui auraient vendu leur sang dans les années 90 ? Elle me dit, oui, moi. Et je lui dis, est-ce que vous avez entendu parler de gens qui seraient malades à cause de ça ? Et elle me dit, je reviens de l'hôpital, on m'a dit que j'avais la fièvre. La maladie n'avait pas de nom, c'était le sida. Elle me dit, j'ai la fièvre. Et son mari arrive et il me dit, est-ce que vous pensez que c'est contagieux ? Vous voyez, on en était là. Et il m'emmène à l'intérieur du village où là je vois les premiers orphelins, les gens, je vois quelqu'un qui est en train de mourir, qui était littéralement un cadavre qui respirait encore. Je vois un type costaud, etc. Il avait des plaques de cicatrices sur les 2 avant-bras tellement il avait vendu son sang. Et il me dit, vous pensez que je l'ai ? Voilà, j'avais envie de lui dire, mais même à la roulette russe, à un moment on finit par mourir. Mais ce n'était pas à moi de lui dire qu'il était condamné à mort. Voilà, et on fait 2-3 villages comme ça et on réalise l'ampleur de la chose. Et ça, c'est des infos que vous avez si vous prenez voilà, la peine de partir. Et là, tu disais tout à l'heure, quand on est freelance, on a moins de moyens, etc. Moi, je l'ai fait parce que j'étais le correspondant permanent de Libération. J'avais un journal derrière moi. J'ai dépensé, je sais pas, 3 000 € pour 2 personnes pour aller sur place, etc. Imaginons que ce qui était dans le fax était faux, que j'arrive, que je trouve des gens heureux et en bonne santé. Je rentre et je dis, désolé, il n'y avait rien. Et j'ai dépensé 3 000 €. Personne ne va me le reprocher à Libération parce que voilà, j'ai une histoire dans ce journal, on me croit et on me fait confiance, etc. Mais un freelance, il ne va pas faire ça. Il ne va pas engager 3 000 € sans certitude qu'il y a un papier à la clé, qu'il y a un énorme papier à la clé. Et c'est là que la précarisation de cette profession, c'est-à-dire le fait que effectivement, voilà, j'étais correspondant permanent. Aujourd'hui, à Pékin pour Libération, mais c'est un freelance. C'est pas, il n'y a plus de bureaux. Quand j'étais chef du service étranger à Libération, il y avait 13 bureaux dans le monde. Je crois qu'il en reste un et demi. Voilà, c'est cette transformation-là qui fait que on a moins la possibilité de prendre des risques pour aller chercher l'information. Mais en l'occurrence, c'est quand on va sur le terrain qu'on ramène l'information. Et il se trouve que moi, j'y suis allé 5 années de suite dans les mêmes villages pour voir l'évolution de cette épidémie, que j'en ai fait un livre qui s'appelle « Le sang de la Chine ». Voilà, j'avais les moyens de faire ce suivi sur la durée, mais qu'on ne pouvait faire qu'en se rendant sur place. Olivier Salut, Dubois. Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Ok, du coup, vous vouliez reprendre... Non, okay. je suis allé au bout de ma démonstration. Vive le terrain, c'était ma conclusion. Solène Honorine, une question pour vous maintenant. Pendant votre expérience à Médecins sans frontières, est-ce que vous avez fait face à des restrictions en matière d'information ? Oh oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Donc, je vous ai parlé du Kasaï, par exemple, à ce moment-là, et c'est clair qu'il y avait un risque évident. Et puis après, ça avait encore continué. Et oui, je peux vous donner, pour le Kasaï où on avait, j'ai une autre anecdote qui a suivi parce que cette crise, elle a duré quand même assez longtemps. Et c'était le dernier projet que j'avais fait pour MSF. Et après, je suis partie, je ne pouvais plus. Et c'était sur le viol comme arme de guerre, etc. C'était vraiment des histoires absolument atroces. Mais on a quand même sorti l'info. Enfin, mais pour vous dire, on soignait genre 3000 femmes par mois, quoi. Donc, ils faisaient des sessions de psycho, etc. Et puis les viols, j'ai été violée sur les entrailles de mon mari décapité. Ce genre d'histoire-là, tout le village, etc. On avait même un psy pour notre staff dans le projet. Enfin, tellement c'était... il y avait vraiment une ampleur, même pour le Congo, qui était assez incroyable. Et là, on savait très bien qu'on allait avoir des problèmes en sortant cette information-là, tout simplement parce que, ça, on ne pouvait pas
accusé directement en public, tout simplement en tant que MSF, mais enfin il y avait quand même une corrélation qui était claire. Il y avait une nouvelle troupe, enfin une nouvelle unité qui avait été bougée, qui venait de l'Est, donc dans l'Est du Congo, qui est en conflit depuis beaucoup plus longtemps. Et après, on pouvait voir les femmes qui arrivaient jusqu'à notre clinique, et de village en village. C'était le trajet que prenait cette unité-là également. Donc, nous, on ne pouvait pas dire c'est les autorités qui font ça, mais ça n'empêche qu'on avait de très forts éléments concordants et surtout avec des données médicales. Mais alors là, le genre de restrictions qu'on pouvait avoir, on était vraiment préparés, c'est-à-dire qu'avant de sortir la communication, on avait bien rangé les dossiers des patients, les anonymisés, etc. Parce que les gens, après, si on peut les retrouver, ils peuvent avoir des problèmes, etc. Mais c'est clair, le moment où le communiqué de presse est sorti, 1 heure après, il y avait des autorités dans les bureaux à faire des recherches, le chef de mission qui s'est fait prendre une déculottée par la ministre devant tout le monde. Mais il s'y attendait aussi, donc il était partant pour le faire. Donc évidemment, il va toujours y avoir ce genre de pression. Le truc, c'est qu'il faut y être préparé et ne pas y être surpris. Mais là, une des tensions qui peut arriver aussi, c'est le moment de l'info et le moment de préparation. Et ça peut être un peu compliqué. Quand on parlait de la protection, enfin encore une fois, la différence entre les journalistes internationaux et les journalistes locaux est énorme, parce que les journalistes internationaux, tu peux sortir ton article une fois que tu es parti. Le journaliste local, c'est pas vraiment la même chose. Donc voilà, je voudrais réinsister sur cette différence, parce que c'est eux qui peuvent aller sur le terrain, c'est eux qui ont les informations, mais c'est eux aussi qui ont les pressions. Et puis en plus, si tu vis dans une zone de conflit, je sais pas, les journalistes gazaouis, après 2 ans de guerre, forcément, ils ont un vécu aussi qui se reflète dans leur travail. Donc il y a quand même une différence de statut qui est énorme et qui est importante à souligner, je pense. D'accord, merci. Je propose qu'on accélère un peu et qu'on passe direct à la 3e axe, si ça te va. Pas de souci. Donc dans cette dernière partie, on va se consacrer au rapport aux sources. On en a un peu parlé tout à l'heure, aux fixeurs, et aussi toujours sur cette question de garder une distance avec ce qui se passe. Vous, quelle méthode vous utilisez sur le terrain Pierre Aski, vous en parliez tout à l'heure avec la Chine, justement pour croiser vos sources dans un environnement parfois hostile. Alors, vous avez parlé des fixeurs. C'est vrai que je pense qu'il y a un hommage à rendre aux gens qui nous aident sur le terrain, parce que on ne fait rien seul dans la vie en général, et dans ce métier en particulier. Et vous voyez, je vais reprendre l'exemple de cette histoire du sida dans le Renan. Moi, j'avais à temps plein une collaboratrice chinoise qui était à la fois traductrice et assistante, etc. Elle avait fait Sciences Po à Paris, j'en parle au passé parce qu'elle est morte d'un cancer quelques années après mon départ, et c'est très triste parce qu'elle était brillante, et voilà. Et cette femme, elle avait une vraie lucidité par rapport à tout ce qu'on faisait, elle comprenait très très bien les enjeux de tout ce qu'on faisait, et elle était très courageuse. Mais il y a évidemment toujours les limites du système. Et effectivement, elle ne prenait pas le même risque que moi. Moi, le seul risque que je prenais, c'était de me faire expulser si jamais les autorités n'appréciaient pas mon travail. Et donc, on est dans ce village du sida, donc dans le Renan, la première année. Je décide 1 an plus tard de retourner sur place pour voir comment la situation a évolué. Et là, je ne prends pas l'avion, parce que je me dis à l'aéroport, ça sera peut-être plus contrôlé. On y va en voiture, 1500 km. On s'est fait en voiture de Pékin. Et on arrive dans le premier village en question. Et là, j'étais avec un ami photographe français qui était venu me rejoindre. Et là, les gens avaient compris qu'ils avaient le sida. Et ils voulaient tous qu'on vienne les photographier. C'était incroyable. Ils voulaient laisser une trace. Et donc, quand on était dans des familles, et les gens nous disaient prenez notre photo, et les voisins venaient en disant quand vous avez fini, venez chez nous pour prendre notre photo, parce qu'ils savaient que c'était une maladie mortelle, et ils voulaient laisser une trace. Et on a fait l'erreur de rester trop longtemps, parce que voilà, on sait très bien comment ça marche, et au bout d'1 heure et demie, la police arrive. Et donc les policiers viennent nous arrêter et nous disent montez dans votre voiture et suivez-nous.
Et à ce moment-là, il y a des femmes qui se couchent devant les pneus de notre voiture, des femmes qu'on avait photographiées et interrogées, et qui disent aux policiers, vous n'avez pas le droit de les arrêter, au moins ils viennent nous écouter pour savoir ce qui nous arrive, vous nous laissez mourir en silence, etc. Et tous les jeunes du village arrivent et les policiers deviennent des otages, prisonniers du village. Donc situation de crise incroyable, nous on est dans notre voiture, on ne sait pas trop comment se comporter, et ça dure, et les jeunes décident que personne ne quittera ce village tant qu'il n'y a pas une autorité supérieure qui vient nous expliquer pourquoi on n'a pas d'aide, etc. Donc ça dure des heures, et puis tout d'un coup, il y a le directeur de la santé du district qui arrive avec sa petite voiture, etc. Et il essaye de parlementer avec les villageois, et à un moment, il leur dit, il est paniqué, il leur dit, de toute façon, vous allez tous mourir, parce qu'il n'y a pas de remède. Et les gens disent, ah bon, on va mourir, ils prennent sa voiture, ils la renversent, ils mettent le feu, ils prennent la voiture des policiers, ils mettent le feu. Bref, on est à Belfast dans les belles années. Et là, il y a les vieux du village qui viennent nous voir et qui nous disent, écoutez, les jeunes sont totalement hors de contrôle, on ne peut plus leur faire entendre raison, vous devriez partir parce que ça va vraiment mal tourner. Et donc on essaye de partir en voiture, les jeunes ne sont pas contents de nous voir partir, et on se retrouve entouré par 15 jeunes qui tapent sur les vitres en disant « Vous laissez votre voiture et vous partez à pied, autrement on vous blesse et on vous contamine ». Parce qu'ils avaient compris le pouvoir qu'ils avaient, contrairement à un an auparavant où ils ne savaient même pas que c'était le sida. Et là, je reviens à cette assistante chinoise, elle baisse la vitre et elle commence à leur parler avec une autorité. Moi, je la regardais, je dis, mais comment elle ose leur parler comme ça? On était dans un état de peur et de tension incroyable, et je comprenais à peine ce qu'elle leur disait. Et elle leur disait, elle répétait en boucle, vous vous trompez de cible, c'est pas, si vous avez un jour de l'aide, c'est parce que des gens comme eux sont venus pour raconter votre histoire, c'est pas eux les responsables de votre malheur. Et là, les jeunes ne veulent pas en entendre parler. Il y en a un qui arrive et qui dit « Mais je m'en fous, ma femme est morte, vous pouvez crever. » Enfin voilà, ils étaient vraiment dans un survolté. Et puis, à un moment, il y en a un qui dit à un autre « Peut-être qu'elle a raison, etc. » Ils finissent par nous laisser partir. Et là, vous voyez, je pense qu'on est, si je suis encore en vie aujourd'hui devant vous, c'est grâce à elle. C'est-à-dire qu'elle avait, alors il faut rajouter une petite interprétation culturelle chinoise, c'est que c'était une pékinoise. Et donc une pékinoise à la campagne, elle parle avec une autorité qui est celle de l'Empire. Elle vient de la capitale de l'Empire. Vous voyez, il y a ce type aussi de choses. Mais moi, j'aurais été incapable de prononcer les paroles qu'elle a prononcées, de me faire entendre de ces jeunes, etc. Et elle... voilà, elle avait l'intelligence de la situation et la clarté de perception de savoir comment on allait se sortir de ce merdier. Merci. Solène? Oui, donc au niveau de MSF, si on fait une communication au nom de MSF, parce que MSF, du coup, est une source. Généralement, on va être les seuls dans ces zones. Donc le principe de base, c'est surtout les données médicales, parce que là, il y a dans le corps des patients vont dire des choses sur ce qui se passe sur le terrain, et ça ne peut pas être nié. Donc c'est l'idéal, ou alors si on est témoin d'exactions, mais en vérité, c'est rarement le cas. On n'est pas sur la ligne de front de toute façon. Mais donc oui, les faits surtout, parce que si vous fermez l'hôpital, de toute façon, en zone de conflit, généralement, les blessés par balle, c'est une toute petite minorité des victimes du conflit. Sinon, c'est les malades qui ne sont pas soignés parce qu'il n'y a plus de soins de santé, etc. Donc, pour MSF, par contre, moi, ce que j'encourage beaucoup, c'est de pouvoir travailler en off avec les journalistes. Donc, moi, je dis à tous les chefs de mission, OK, tu dois être super copain avec le journaliste de RFI, parce que comme ça, et puis le journaliste de RFI, de toute façon, on peut lui faire confiance. Par contre, ce sur quoi, moi, ce qui m'inquiète, honnêtement, aussi avec l'environnement informationnel, dans lequel nous sommes, tout va très vite. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a aussi une tentation du jugement qui va très vite aussi par rapport au plus le journaliste de la vieille école. Et ça pourrait même être en interne là, dans l'organisation. Gaza, quasiment, dans les premiers mois de la guerre, en interne, il y avait des gens, par exemple, qui disaient il faut qu'on dénonce, il y a un génocide qui se passe. Un génocide,
il y a une définition légale et qui est surtout dans l'intentionnalité. MSF ne peut pas avoir ces preuves de l'intentionnalité, même si on regarde les choses, on peut se dire... Mais donc là, il faut vraiment faire attention aussi à comment on peut se positionner et surtout ne pas être emballé dans l'emballement général. Et ça devient de plus en plus difficile de pouvoir résister à ça et juste de se dire non, on ne parlera que quand on a un fait vérifié et sur lequel qu'on peut défendre. D'accord, merci. On a donc une toute dernière question avant de passer la parole au public, qui serait, vous avez tous les deux donc écrit des livres qui sont inspirés par vos expériences. Comment est-ce que vous avez choisi les événements comment avez-vous fait l'arbitrage entre fiction et réalité? Alors moi j'ai écrit une fiction pour me libérer un peu de l'impératif moral de journaliste. Enfin, voilà, je voulais pas dire n'importe quoi. Et surtout, moi, ma motivation pour faire une fiction, c'était de pouvoir donner un sens à tout. Parce que parfois, quand on regarde les choses et puis ça va trop vite, on se dit le monde devient complètement absurde, quoi. Enfin, il n'y a plus de sens. Donc c'était aussi pour moi le travail personnel, donc à réimaginer cette localité. Par contre, quand j'étais en train moi j'ai passé énormément de temps à structurer le livre pour pouvoir bâtir l'histoire et puis pour que les gens ils tournent les pages et puis ils le lisent vite parce qu'ils sont pris dans l'histoire, c'est l'avantage qu'on peut avoir par le roman. Mais j'ai aussi, pendant plusieurs mois, je suis allée chercher des collègues que je respecte beaucoup, qui ont 10, 20 ans de terrain, puis je leur disais, tiens, on ouvre une bouteille de vin, maintenant raconte-moi toutes tes anecdotes. Et donc, à part une anecdote dans mon livre, tout est vrai mais déformé, quoi, évidemment. Soit des choses que j'ai vues, des choses que j'ai entendues, des personnes que j'ai reconnues, que j'ai transformées en personnages, et puis qui petit à petit ont pris leur propre vie. Mais donc c'est véridique, même si c'est pas vrai, puisque c'est une fiction, donc par définition c'est pas vrai. Mais pour moi, c'était important de remettre tout un patchwork de choses réelles qui sont juste organisées d'une manière fictionnelle, si vous voulez. Alors moi, je fais pas de fiction. Je n'ai sans doute pas le talent pour faire de la fiction, mais surtout, je me l'interdis. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être que j'ai un cerveau limité, mais je n'arrive pas à établir une frontière entre la fiction et la réalité. Je suis trop dans le réel et je veux rester dans le réel. Donc, je m'interdis, moi, à faire de la fiction. Donc, tous mes livres sont des livres de journaliste, on va dire, parce qu'ils sont basés sur mes expériences de terrain, sur voilà, le livre que j'ai fait l'année dernière, qui s'appelle « Une terre doublement promise » sur le conflit israélo-palestinien. Il est basé sur, en gros, 40 ans de fréquentation de cette zone. Je suis allé pour la première fois à Gaza en 1981. C'était pour l'assassinat, il y avait eu l'assassinat d'Anwar el-Sadat en Égypte. Et j'étais allé faire pour Libé les réactions côté palestinien. Et j'avais assisté aux funérailles, aux obsèques de Sadat à la télévision égyptienne, dans la maison du chef officieux de l'OLP à Gaza. Oui, et ça, c'était ma première expérience de Gaza. Après, j'ai été correspondant à Jérusalem, donc c'est un terrain que j'ai beaucoup fréquenté et dont je connais aussi l'histoire, etc. Et donc, j'ai construit mon livre à partir à la fois de cette histoire et de trouver les clés dans l'histoire, mais aussi de l'expérience de terrain. Parce que mon but, c'était de donner les clés de compréhension d'un événement tout d'un coup majeur, alors que depuis des années, on parlait quasiment plus de la question palestinienne. Elle avait disparu de l'agenda médiatique. Tout d'un coup, elle revient à la surface et tout le monde est perdu en disant « mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça maintenant ?» Et donc voilà, moi je suis trop dans le réel pour me laisser... la tentation existe, hein. C'est vrai qu'on croise dans ce métier des personnages, des situations, on se dit mais c'est quel personnage de roman, voilà, ça arrive tout le temps, quoi, de se dire ça, mais voilà, je sais pas faire. D'accord. Mais après, moi, ça a été la grande surprise. Je m'étais dit, écrire la fiction, ça va être facile. Je vais me lâcher. J'ai déjà écrit 2 bouquins avant. Je me suis dit, allez, en 6 mois, ça va être fait. En fin de compte, ça m'a pris 6 ans. C'était vachement compliqué.
D'accord, merci à tous les deux. On va maintenant passer la parole au public. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Ah, il y a plein. Bonjour, tout d'abord merci à vous deux pour tout ce que vous avez dit, c'était très intéressant. Monsieur Aski, tout à l'heure vous disiez que le pire que les autorités pouvaient vous faire en Chine finalement, c'était de vous expulser du pays. Aujourd'hui en 2025, on est à plus de 200 morts à Gaza, et donc ma question, mais qui est pour tous les deux, c'est est-ce que selon vous, il y a un changement entre les relations et les réactions qu'entretiennent journalistes et gouvernements? Les morts de Gaza, c'est des Gazaouis, c'est-à-dire qu'ils sont perçus par les Israéliens comme des ennemis. Et jusqu'à nouvel ordre, il y a certes des journalistes étrangers qui ont pu être tués, comme par exemple ce Français qui a été visé par un drone en Ukraine il n'y a pas longtemps. Voilà, vu la manière dont se passent les tirs de drone en Ukraine, il est clair qu'il était visé, sans doute pas personnellement en tant que, je ne me souviens plus de son nom, mais parce qu'on veut éliminer les témoins, ce qui est la raison pour laquelle on ferme Gaza aux journalistes étrangers. Donc ce qui a changé, je veux dire, c'est que vous avez une longue histoire qui va de la guerre du Vietnam, où les journalistes étaient partout, étaient en première ligne, comme le disent les Américains, les historiens des médias américains, les équipes télé faisaient entrer la guerre du Vietnam tous les soirs dans le poste télé des Américains. Et le résultat, c'est que ça a retourné l'opinion contre cette guerre. Donc c'est une leçon qui a été apprise par les gouvernements. C'est faites venir des journalistes et ils vont vous retourner l'opinion contre la guerre. Donc vous gardez les journalistes à l'écart. Et depuis cette liberté totale de mouvement qu'avaient les journalistes au moment du Vietnam jusqu'à aujourd'hui, vous avez 70 ans d'histoire de restrictions et de restrictions de plus en plus grandes, avec une bascule à un moment qui est que le journaliste est devenu un ennemi. C'est-à-dire que non seulement c'était un témoin gênant au début, c'est devenu un ennemi. Et c'est là qu'on est dans une situation étrange. Dans les années 60-70, quand vous aviez des mouvements de libération en Afrique, etc., ils avaient besoin des journalistes pour montrer leur cause. On emmenait les journalistes dans les maquis. On pouvait entrer dans le maquis de l'Angola avec le MPLA pour raconter ce qui s'y passait. Et aujourd'hui, vous avez Daesh qui coupe la tête des journalistes. Vous voyez, cette bascule, elle est pas si ancienne, mais à un moment, le journaliste est devenu non pas seulement le témoin gênant, mais il appartient à l'entité ennemie qui est l'Occident. Et l'humanitaire aussi d'ailleurs. Les humanitaires sont pris pour cible régulièrement de la même manière que les journalistes. Ça c'était un changement fort. Mais du point de vue des gouvernements, c'est moins il y a de journalistes et moins il y a de témoins de ce qui se passe sur place, et mieux on se porte, il faut bien le dire. C'est la règle de base aujourd'hui, et Gaza en est le symbole absolu, avec cette fermeture hermétique pendant plus de 2 ans. Il faut quand même garder ça en tête, hein, c'est sans précédent dans les guerres. Vous avez eu ça pendant la guerre du Golfe. Pendant la guerre du Golfe, les journalistes étaient cantonnés en Arabie Saoudite, et ils ne pouvaient entrer en Irak avec les Américains ou leurs alliés que embedded, c'est-à-dire soumis aux règles et aux restrictions militaires. Même ça n'est pas... Enfin, vous avez des journalistes embedded en Israël, emmenés par les Israéliens à Gaza, mais c'est très limité et ça n'a strictement aucun intérêt. Mais la fermeture totale, elle a duré quelques semaines en Irak à l'époque. Là, ça fait plus de 2 ans. Oui, après, juste il y a aussi une question de moyens quand même. Déjà d'une, il y a les États. Bon, en Afrique, par exemple, il y a des États, mais très clairement, et sur les 5-6 dernières années, qui sont devenus beaucoup plus forts, des États quasi inexistants, mais qui là maintenant font la loi avec leurs journalistes aussi. Mais il y a aussi une question de moyens, parce que il y a la sophistication d'un côté des acteurs institutionnels. On l'a vu, le premier jour de la guerre à Gaza, il y avait des pubs
spécifique sur YouTube en faveur d'Israël. Mais il y a aussi le fait, on en parlait tout à l'heure, souvent c'était les photojournalistes et les vidéojournalistes qui devaient être vraiment au plus près des combats. Ils ont du mal à boucler les fins de mois. Donc, il y a plus de moyens d'un côté et moins de l'autre. Donc forcément, la balance, elle change. D'accord, merci. Il y a encore une question? Oui. Bonjour, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit, Pierre Aski. Lorsque vous êtes rendu à Hébron juste après le massacre, vous avez dit que vous cherchiez des groupes locaux pour vous aider à vous guider, pour en quelque sorte survivre. Et dans ce cas, vous nous avez également dit que vous vous présentiez comme journaliste. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque, en assumant clairement votre statut de journaliste, de tomber sur des personnes hostiles à votre profession ? Oui, mais vous savez, vous êtes une situation comme celle d'Hébron ce jour-là, vous avez le choix entre différents risques. Vous n'avez pas d'un côté la sécurité, de l'autre côté le risque. Il n'y a pas de sécurité. Donc, en tant qu'étranger au sein de cette ville, vous ne pouvez être que journaliste. Si vous n'assumez pas ce rôle de journaliste, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas un touriste qui est là de passage par erreur. Donc c'était ma seule carte, c'était de dire je suis journaliste et je cherche à entrer en contact avec des gens qui ont suffisamment d'autorité sur place pour être mes protecteurs. Et évidemment, le risque autre, c'est de tomber sous leur coupe et qui vous emmènent voir ce qu'ils ont envie que vous voyez, etc. Donc tout ça, c'est une négociation permanente, minute après minute, de ce que vous allez faire. Mais la première préoccupation, c'est d'abord de trouver un environnement et un cadre qui vous garde en sécurité. Et le seul moyen d'être en sécurité, c'est d'assumer sa position de journaliste et d'avoir des gens qui ont une sorte de responsabilité politique et qui comprennent qu'il faut sauver le témoin pour que ce qui se passe dans cette ville ce jour-là soit raconté. Mais c'est ce qu'on a dit depuis le début. Et c'est une sorte de négociation permanente. Moi, j'ai eu la chance, effectivement, de tomber très vite sur des activistes palestiniens qui sont venus me voir en disant « Mais qui t'es, toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Parce qu'il y a eu leur doute pour eux quand ils m'ont vu. Ils se sont dit peut-être que c'est un espion israélien qui est en train de repérer pour les autorités. Voilà. Donc très vite, vous devez prouver, c'est pas difficile, de prouver que vous n'êtes pas un militaire israélien en civil, etc. Et à partir de là, ils comprennent que leur intérêt, parce que c'est quand même ça, c'est de vous protéger et de vous guider et de vous emmener voir dans les lieux. Parce qu'en plus, moi, je ne pouvais même pas me guider dans la ville, je ne la connaissais pas assez. Et d'ailleurs, à un moment, quand je suis rentré dans la ville, je me suis dit, mais je suis complètement cinglé, qu'est-ce que je fais dans cette ville qui est en train d'exploser en plus, j'avais caché ma voiture parce que j'avais une voiture avec des plaques jaunes. Plaques jaunes, c'est les plaques israéliennes. Donc, toutes les plaques des Palestiniens sont bleues. Donc j'avais caché ma voiture à un endroit discret. Puis j'étais parti à pied. Le jour commençait à se lever. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Je peux tomber sur des gens qui vont m'accuser d'être un espion et me lapider, me pendre au poteau. Voilà, il y a des moments où vous prenez une décision qui est d'entrer dans une ville où il se passe quelque chose de dramatique, et après, il faut assumer la suite, quoi. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Et merci. Malheureusement, vous venez de me dire que vous avez un train aussi. Merci beaucoup.